à tous, vous suivez Ailleurs dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, agence spécialisée des Nations Unies pour la santé publique, a été créée en 1948. Cette institution a pour objectif d'amener les peuples des 194 États membres au niveau de santé le plus élevé possible. Mais depuis la pandémie du Covid-19, l'OMS est critiquée pour sa gestion de la crise sanitaire. Que reproche-t-on exactement à cette institution? Comment fonctionne-t-elle et quel est son bilan après 72 ans d'existence? On en parle avec le sociologue Dr Lyle Nikes-Nielben et le journaliste Thomas Guessambi. Bonjour messieurs. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour. Bonjour Fatim. Dr Lyle, la santé est un sujet crucial pour l'humanité depuis la nuit des temps. Comment les sociétés géraient les crises sanitaires, notamment les pandémies, avant la création de l'OMS? Bien, vous l'avez dit, la santé c'est la survie, c'est la vie en même temps. Donc c'est une question de réflexe. L'homme est toujours dans un rapport conflictuel avec la nature, de telle sorte que la santé est comme une atteinte, la maladie est comme une atteinte à cette santé-là. De telle sorte que les pandémies ne sont pas du tout nouvelles. C'est un certain nombre de conditions humaines qui doivent être réunies, à savoir la concentration à travers certaines activités. Et comment est-ce qu'on a pris ces choses-là en charge avant même l'OMS? C'est quasiment, je dirais, de manière naturelle. C'est-à-dire que quand on observe que plusieurs personnes sont en train de mourir de quelque chose, le premier réflexe, c'est la terreur. Soit on fuit, soit on isole ces derniers-là, soit on essaie d'en comprendre les causes. Et on essaie de les comprendre, soit de manière rationnelle, soit de manière irrationnelle, en renvoyant à Dieu. Alors, l'inclusion de la santé dans les domaines de compétences des Nations Unies a été abordée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et a donné la création de l'OMS. Ce contexte n'a-t-il pas fait de la santé un enjeu géopolitique dès l'origine? Thomas Guessambi. Vous parlez peut-être de la Deuxième Guerre mondiale, mais il faut dire qu'avant la création de l'OMS, c'est tout un parcours. Un parcours qui part naturellement depuis le XIVe siècle où la peste va ravager une bonne partie de l'Europe. Ensuite, cette peste qui va ressurgir dans la deuxième moitié du XIXe siècle et fait aussi des ravages. Donc, on comprend dès lors qu'il y avait une nécessité de conjuguer les efforts pour asseoir quelque chose pour le bien de l'humanité, pour le bien du monde entier. Donc, dans cette dynamique, à la fin déjà de la Première Guerre mondiale, il y a qu'en Europe, on avait l'Office international de la santé publique, qui était une organisation européenne, et il y avait une organisation similaire, mais panaméricaine. Et il se trouve qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis s'opposaient déjà à l'intégration de la cellule européenne dans la Société des Nations. Donc il y avait déjà là une question de positionnement et de domination. Je dois dire que la volonté de dominer a toujours habité l'homme, à plus forte raison, les organisations, les nations. Donc ici, notre OMS va naître dans un contexte où les Américains ont toujours voulu être ceux qui allaient diriger. Et si vous parcourez l'histoire, vous verrez que l'ancêtre, les bases de l'OMS ont été jetées en 1945 à New York. Et les Américains sont, avec les Alliés, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout à fait logiquement, ils ont donné le rythme. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, composée de 194 pays membres, ce sont les mêmes pays que ceux que comportent les Nations Unies. Quel est le pouvoir de cette institution, finalement, dans la santé publique mondiale, messieurs? Le poids, il faut le dire, il est faible, ou bien il s'est affaibli. Parce que quand vous regardez la constitution même de financement, et on reviendra là-dessus, on voit déjà les germes de la faiblesse. Comme l'a dit Guessambi, M. Guessambi, à la naissance déjà, les enjeux étaient là, puisque c'était la lutte contre la peste, le choléra, la variole, le charbon, la lèpre, les maladies essentiellement européennes. Et donc, c'est de manière naturelle que la France et la Grande-Bretagne ont commencé à dominer jusqu'à avoir pratiquement 70% du globe. Et on a vu que l'esprit des Européens, c'était la lutte contre les maladies, alors que l'esprit américain, c'était les statistiques, la surveillance, etc. etc. Donc, c'est tous ces enjeux-là qui vont fusionner. Et quand même, chaque État, les 194 pays, chacun garde la même mise sur la souveraineté de sa population. De telle sorte que les financements sont très faibles. Et on a une prétention, comme vous l'avez dit, Maître
chaque individu à un niveau de santé le plus haut possible et en disant que la santé, c'est un bien-être, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est un bien-être physique, mental et social, mais ça demande des moyens. Si vous regardez aujourd'hui, c'est 4 milliards de dollars, ce qui est très faible par rapport à ce que quasiment chaque pays donne. Et quand vous voyez que des fondations donnent plus que des États, on se retrouve à des... On va s'intéresser au financement, mais d'abord, comment fonctionne l'OMS? On rappelle que depuis 3 ans, la tête de l'OMS, le directeur général est éthiopien. C'est la première fois qu'un Africain prend la tête de cette institution internationale. Comment fonctionne l'OMS? L'OMS, à l'image des autres organisations internationales, des OI, mais beaucoup plus précisément ici, vous l'avez dit dans votre introduction, à l'image des organisations qui font partie des systèmes des Nations Unies, ont quand même leur typologie, ont quand même leur présentation juridique. L'OMS, c'est d'abord le Conseil de sécurité de santé mondiale où tous les pays ont la même voix, les 194 pays se retrouvent et décident soit du budget sur 2 ans. Mais à côté de cette instance, vous allez avoir le conseil exécutif qui regroupe un certain nombre de dirigeants et vous avez maintenant le secrétariat général. Mais ce que je dois dire, peut-être en revenant sur la préoccupation que vous avez posée tout à l'heure, c'est que pendant qu'on parle peut-être de santé, de bien-être, certains y voient là comment manifester son approche sur la scène internationale. Et donc, de ce point de vue, si nous nous plaçons dans l'angle d'observation de la première puissance, on dira peut-être que l'OMS n'a pas fait de grands bonds, puisque c'est la première puissance, c'est la grande puissance. Mais quand on parcourt les annales de cette organisation, on verra peut-être que les questions de la lutte contre la poliomyélite ont été des succès, les questions de lutte contre pas mal de pandémies. À l'époque, il était question de traiter une pandémie ou une épidémie qui apparaissait, mais on est allé jusqu'à la prévention des vaccins et vous voyez que de façon périodique, il y a des campagnes de vaccination. Donc, de mon point de vue, je ne pense pas que l'OMS n'ait pas fait de grands pas, mais si on se place dans un angle d'observation peut-être de la première puissance, on dira que l'OMS n'a pas fait de grandes choses. Alors, intéressons-nous au budget, vous en parliez à l'instant. Depuis 1980, le budget de l'OMS est défini sur 2 ans. Ce budget est constitué d'une part de contributions fixes des États membres en fonction de leur PIB et de leur population. C'est tout logiquement pour cette raison que les États-Unis d'Amérique payent plus que les autres. Et il y a d'autre part aussi des contributions volontaires d'organisations publiques ou privées. Et depuis plusieurs décennies, on constate que les contributions volontaires sont plus nombreuses que les contributions fixes des États. Monsieur, peut-on dire que l'OMS est dépendante des fonds privés? Déjà, le bon sens nous amène à l'admettre. Parce que, quelles que soient les configurations, c'est ceux qui ont l'argent, qui ont la voix, qui parlent. Vous l'avez dit, certes, la population est un des éléments, le PIB est un des éléments, mais ils vont plus loin en fixant des cotisations forfaitaires aux États. Et quand on regarde l'OMS, jusqu'aux années 70, c'était 50% de financement d'État. Aujourd'hui, nous sommes autour de 15-20%. Et quand vous regardez le relais, à part les États-Unis, les fonds privés de la fondation Bill et Melinda Gates sont les deuxièmes fournisseurs sur le budget 2018-2019. Avant la Grande-Bretagne, avant le Japon, l'Allemagne, l'Allemagne, etc. Même devant l'Union européenne, voyez-vous. Donc quand on arrive à ces systèmes-là, et alors que les Nations Unies, c'est connu, c'est lui qui donne, ordonne. Ce qui fait que souvent en Afrique, on n'est jamais content. Ce que nous proposent les Nations Unies, c'est parce qu'ils veulent nous ordonner des choses. Mais on oublie avant qu'ils ont donné des choses. Donc, c'est la loi consacrée. Ça veut dire que chaque fois que les contributions volontaires, et même les États-Unis, à un moment donné, ont quitté les contributions fixes pour rester qu'en contribution volontaire de 80 à 88, ne revenant que quand ils ont estimé que le libéral japonais était là. Voilà, vous voyez qu'à un moment donné... Oui, on va parler de ça. Si l'OMS n'a pas un peu une culture libérale de la santé, là, on accuse les intérêts privés. Vous allez nous expliquer pourquoi ça pose problème, quels sont les conflits d'intérêts. Mais est-ce que, messieurs, on est suffisamment naïfs pour croire que seul l'altruisme et la philanthropie expliquent la préoccupation des grandes puissances autour de la santé? N'y a-t-il pas là aussi, pour les États, qui ne sont pas des privés, des intérêts sécuritaires, économiques et géostratégiques? Merci Fatim. Ce que je dois dire sur le sujet, nous sommes en plein dans les relations internationales,
ou peut-être de façon hiérarchisée. Les premiers acteurs sont les États, ensuite les organisations entre États. Mais aujourd'hui, sur la scène internationale, il n'y a pas seulement que les États et les organisations internationales. Il y a d'autres types d'acteurs, notamment les multinationales, les entreprises, on a les syndicats, on a les religieux, on a les terroristes. Donc, sans doute que dans l'intelligence économique, ce que devrait faire un État peut être affecté de façon peut-être par ricochet à une entreprise qui relève de cet État-là. Donc, quand Bill Gates intervient, quand une entreprise, une multinationale américaine intervient, ne voyons pas seulement une entreprise, mais voyons aussi peut-être que le prolongement de la politique des États-Unis sur la scène internationale. Donc, de ce point de vue, on pense peut-être que l'État américain est en recul, mais de façon occulte, c'est l'État américain qui soutient ces entreprises-là pour avoir une certaine mainmise, donc, une certaine ramification. La fondation Melinda Bill Gates, enfin le trust de leur fondation, les États-Unis d'Amérique, même combat, à vous écouter? Ils poursuivent le même but, le même objectif? Mais bien entendu, vous avez les GAFA, vous avez pas mal d'entreprises qui sont très souvent, peut-être que cela n'est pas mis en relief, mais de concert avec la politique étrangère des États-Unis. Docteur Lille, quel est l'impact du secteur privé sur les décisions prises finalement par l'OMS pour le monde entier? L'impact sera énorme. L'impact sera énorme parce que, comme nous sommes en train de le démontrer, on voit déjà poindre les difficultés de l'OMS dans les années 80 avec l'intrusion de la Banque mondiale. La Banque mondiale qui fait maintenant un coût bénéfice santé. Combien de gens nous allons laisser mourir et par rapport à combien nous allons chercher à sauver et que ça va nous coûter de l'argent pour rien. Donc nous sommes dans les notions de rentabilité. Donc pendant que l'OMS est dans des logiques cliniques pour soigner, traiter, guérir, d'ailleurs même l'ancien directeur l'a dit, qu'avant l'OMS guérissait, alors qu'aujourd'hui la logique c'est le traitement. Qui dit traitement dit médicament. Donc, il favorise l'aspect curatif. Bien sûr, et l'aspect médicament avec les vaccins. Donc du coup, vous voyez que le privé peut être intéressé. Parce qu'avant, quand il faut guérir n'importe qui sur Terre, comme c'est écrit dans la mission de base de l'OMS, vous voyez qu'on peut engager beaucoup d'argent pour la guérison. Mais après, quand on rentre dans des logiques de traitement, qui dit traitement dit médicament. Dit industrie pharmaceutique. Industrie pharmaceutique, etc. Donc vous voyez que du coup, la Banque mondiale a ouvert. Une fois que et vous voyez aujourd'hui que le budget alloué à l'OMS de la Banque mondiale est nettement plus élevé que certains États. Voyez-vous? Donc, à partir de ce moment, c'était ouvert. Et quand c'est ouvert et qu'on rentre dans la santé utile, parce que la santé est rentable, vous voyez qu'automatiquement, il y a inversion du paradigme. Donc, le privé, naturellement, commence à s'intéresser à la chose parce qu'ils peuvent gagner de l'argent. Et comme il le disait avec les GAFA, il y a toute une collusion parce que ce schéma de tracking qui permet de tracer toutes les maladies du monde, ça permet de contrôler aussi le monde entier parce que l'intérêt géostratégique, il est là. À partir du moment où vous savez qui est malade, qui n'est pas malade, de quoi il souffre, et vous pouvez prévoir des vaccins, etc., vous contrôlez le monde entier. Des potentiels futurs clients. Exactement, vous contrôlez déjà le monde entier. Et ça vous fait penser à la puce que Bill Gates même avait pensé à mettre en œuvre et l'idée qu'il n'a pas toujours abandonnée, de nous mettre tous sous puce pour avoir tout notre patrimoine génétique et les futures maladies que nous pouvons faire. Mais depuis le temps que la fondation Gates injecte de l'argent contre le paludisme, le malaria en Afrique, comment comprendre que cette maladie ne soit pas éradiquée? Si vous voulez, il y a des phénomènes de résurgence. Il y a un certain moment donné où on voit, je vais dire de façon pratique, la réduction du taux de mortalité, du taux de morbidité. Et puis, il faut peut-être dire qu'on a commencé peut-être au départ dans l'histoire de l'Organisation mondiale de la santé avec quelques pathologies comme la peste, le choléra, la fièvre jaune. Mais aujourd'hui, c'est plusieurs pathologies qu'il faut traiter en même temps. Donc, mais prenons le cas de l'artémisia. Qui est une plante, nous ne sommes pas médecins, donc ce n'est pas à moi de dire l'efficacité, mais on entend des études sérieuses nous dire que ce sera un traitement déjà accessible aux Africains, car c'est une plante qui pousse assez simplement, avec quelques conditions, et on ne serait pas obligé de passer à la pharmacie pour se guérir. Comment comprendre que l'OMS interdise la production de cette plante? Vous voyez, ce sont toutes les suspicions dont vous venez de parler. Parce que même Bill Gates, son vaccin est très fortement suspecté, puisqu'il y a eu des procès en Asie, il y a eu des procès en Inde, au Pakistan, etc. Il n'y a qu'en Afrique où il y a eu près de 10 000 morts et les protocoles n'ont pas encore abouti.
Et actuellement, il y a des pétitions et des plaidoyers pour que cela soit vu de près. Parce que la notion de vaccin, vous voyez que même aujourd'hui, avec la pandémie qui est là, vaccin et traitement. Parce qu'en général, les traitements ne coûtent pas trop cher, ne rapportent pas assez, alors que les vaccins, c'est ad viternam. Par exemple, vous prenez la grippe, tous les ans, pratiquement, les gens se vaccinent. Si vous calculez, quand vous faites les pronostics de gens libéraux, comme vous disiez tout à l'heure, qui peuvent vacciner 650 millions à 1 milliard d'êtres humains sur la Terre, vous voyez qu'en 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est extrêmement rentable. Alors que quand vous trouvez le médicament, puisque toute la Terre doit se soigner, ce sont des sommes véritablement dérisoires. De telle sorte que dire que Bill Gates combat le paludisme, c'est fortement à interroger. Parce que c'est vrai que depuis 1955, la question est posée. En 1982, il y a un Brésilien qui avait trouvé un vaccin qu'il était prêt à donner gratuitement pratiquement à la Terre et on ne sait jamais ce que c'est devenu. Donc il y a toujours cette logique de rentabilité, de telle sorte que le vaccin, vous voyez qu'aujourd'hui on parle plus de vaccins que de chloroquine et de ceci et de cela. Et je pense que la querelle de l'artémisia rentre là-dedans. Parce que ça, on fait les calculs des gens qui ont été soignés par l'artémisia, les témoignages. On parle du paludisme, là. Oui, on parle du paludisme. Et jusque-là, l'OMS n'arrive pas à accepter, puisque c'est eux qui donnent la préqualification des médicaments. Et à comparer à cela, nous avons le Lariam, qui concerne encore et toujours le paludisme. Et ce Lariam est toujours accepté, alors que les effets secondaires ne sont plus à véritablement démontrer, tellement ils sont dangereux. L'institution en charge de coordonner donc, et diriger la santé mondiale a connu d'autres convulsions dans le cadre d'autres pandémies, épidémies précédentes, la grippe H1N1, Ebola en 2014. Tout à fait. Que peut-on retenir finalement de la gestion de ces crises par l'OMS? Est-ce un bilan mitigé? Je pense que c'est toujours bon de revisiter quand même le cheminement de cette organisation. Et Dr Lille est revenu sur sa création, sur sa vie dans les années 80. Et quand on parlait tout à l'heure de mobilisation de fonds, on a dit qu'on est parti de la contribution fixe aux contributions volontaires. Et les contributions volontaires aujourd'hui prennent le pas. N'est-il pas dit dans les exigences de la communication que qui paye doit parler, doit être écouté? Et je vous ai dit que nous sommes ici sur la scène internationale, où la philanthropie n'existe que dans le ministère de la Parole ou dans le dictionnaire, mais à la pratique, il n'y a que les intérêts qui prédominent. Donc naturellement, si des firmes pharmaceutiques qui sont des privés, si des fondations, entre guillemets, qui sont des privés, entrent en ligne de compte dans le financement, dans la mobilisation des fonds de l'organisation, il va sans dire que c'est sans doute pour orienter les décisions de cette organisation-là. Et c'est à cela que nous assistons. Mais je ne pense pas que d'un point de vue progrès scientifique, d'un point de vue progrès de la médecine, qu'il y a à reprocher quelque chose à notre organisation, à tous, mais d'un point de vue politique, tel qu'on voudrait l'orienter, bien entendu, orienter ces décisions. Et souvenez-vous que quand vous parcourez même la vie de l'organisation, on a par moments été dû avec certains dirigeants qui ont refusé de se plier aux exigences, notamment des États-Unis, et qui n'ont pas fait une bonne gouvernance ou bien un bon mandat. Quelle est la crédibilité de cette institution? Moi, je pense que pour interroger la crédibilité de l'institution, il faut interroger le sérieux de nous tous sur Terre. C'est ce que Thomas disait. Vous ne pouvez pas dire que la santé est vitale. On doit amener tout le monde au niveau le plus élevé. Et on a certains qui ont des petits calculs mercantilistes derrière. Sinon, fondamentalement, je pense que l'OMS n'a pas du tout à rougir, comme il disait, que ce soit la variole, là. Ils ont fait beaucoup de tentatives en campagne, en vaccin, en beaucoup de choses. Ils ont éradiqué des maladies. Exactement, telles que la variole en 1979. Mais quand vous avez les États les plus puissants qui doivent jouer la solidarité, qui ont des agendas cachés, qui ont des plans cachés, ça devient extrêmement compliqué. Un État tout seul s'élève et puis il remet en cause la politique. On refuse, il a la plus grande cotisation, il la retire et il passe en. Vous voyez, tout ça n'est pas sain, n'est pas honnête. Je veux dire que soit c'est nos solidarités à tous qu'on met dans une caisse commune et on joue le jeu et on lui donne les moyens et on l'accompagne, soit ça devient un supermarché. Chacun, le jour où vous n'êtes pas content, vous allez retirer ce que vous voulez, vous ajoutez ce que vous voulez et après on dit la crédibilité. Parce que toutes ces questions de gouvernance ou ces questions d'être favorable à la Chine et autres, c'est aujourd'hui qu'on en parle alors que le doyen a 72 ans. Eh ben justement,
parlez clairement des États-Unis, on va y revenir. Le 14 avril dernier, le président américain Donald Trump a annoncé la suspension du versement des Américains, plus de 553 millions de dollars, ce qui représente plus de 300 milliards de francs CFA. Donc à l'OMS, en attendant une enquête, nous dit-il, sur ces modes de gouvernance. Donald Trump a porté de graves accusations, notamment la proximité entre l'institution et la Chine. Sont-elles fondées, Thomas Guessambi? Merci beaucoup. Pour parler naturellement de ce que la Maison-Blanche a dit le 14 avril sur la pandémie, il est bon de savoir un peu le déterminisme. Ça veut dire que la succession des événements qui amènent un leader de sa trempe de se prononcer sur une actualité de ce genre. Nous savons tous bien qu'avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, tout ce qui est multilatéralisme a pris un coup. L'OMC, l'OTAN, on est en plein ici, l'UNESCO, on est en plein ici dans l'OMS. Donc, comme nous l'enseigne autant pour moi, les annales de l'intelligence économique, là où on hésite sur le pourquoi, il faut investir sur le comment. Donc, si on ne sait pas pourquoi autant pour moi, le Covid est arrivé, comment je peux faire pour le freiner? Et très vite, ce que le président américain fait, c'est d'accuser la Chine. C'est d'accuser, par ricochet, la Chine, mais accuser l'OMS. Alors que l'OMS, dans son fonctionnement, a des réunions périodiques au cours desquelles on peut aller décider. Mais vous voyez, il y a une nuance entre la pandémie et l'épidémie selon l'OMS. L'épidémie est circonscrite de façon géographique, alors que la pandémie, c'est quand elle gagne le monde. Mais comment voulez-vous qu'en décembre déjà, ou en janvier, que l'OMS déclare Covid-19 en pandémie, alors que l'épidémie n'avait pas gagné toutes les régions du monde? Voici un des reproches que le gouvernement américain fait à l'OMS. Alors que pour une organisation internationale crédible, elle ne devrait pas se précipiter pour qualifier une épidémie de pandémie. Ensuite, ce qu'il faut y voir, c'est que c'est la Chine qu'on accuse parce que nous savons très bien qu'il y a une guerre économique, voilà. États-Unis-Chine. Tout à fait, parce que on va parler de l'aspect géostratégique parce que très vite, cette crise sanitaire du Covid-19 a pris une tournure géostratégique. Est-ce que certains États n'instrumentalisent pas ce sujet à des fins politiques? Vous l'avez dit, les États-Unis visent la Chine à travers les accusations qu'elle porte envers l'OMS. Est-ce qu'il n'y a pas ce jeu de dupes, en fait, c'est encore ce rapport de force des grandes puissances occidentales sur le dos de l'OMS? Oui, et malheureusement, parce que quand vous voyez la crise actuelle, qui est d'abord sanitaire, mais qui risque de devenir économique et sociale, c'est un peu dommage que des oiseaux de mauvaise augure s'adonnent à ce jeu-là. Parce que, comme on l'a dit, c'est une question d'urgence, c'est une question de difficulté sanitaire. Il faut être solidaire autour des solutions, des réflexions, etc. Il ne faut pas se jeter la pierre. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, ils critiquent l'OMS à partir de leur laboratoire, leur comité scientifique, etc. Mais vous regardez la puissance des moyens que ceux-là ont par rapport aux autres. Ils critiquent l'OMS peut-être par rapport au fait qu'une Chinoise l'ait dirigée pendant 10-11 ans et qu'ils aient soutenu l'Éthiopien, comme vous étiez en train de dire. Et tout ça n'est jamais très sain. Ce n'est jamais très sain, hein? S-A-I-N, mais ça peut être sain aussi S-A-I-N-T. Parce qu'à un moment donné, ils ont cru peut-être que ça allait être une maladie de pauvres comme d'habitude. Et nous tous sommes surpris de voir que c'est plus une maladie de riches qu'autre chose. Et comme le monde a toujours été ainsi, chaque fois qu'un riche tousse, c'est le pauvre qui est enrhumé. Alors, les tensions, on va sortir de ce cadre précis pour être un peu plus généraliste. Les tensions entre la médecine, la politique, les recherches et les marchands semblent inhérentes à, finalement, la santé publique mondiale. Pourra-t-on arriver un jour à faire converger tous ces intérêts juste pour les populations? Est-ce possible ou c'est une chimère? Parce que les intérêts sont divergents. Sans doute que de par ce que je vais dire, vous allez peut-être décider si c'est une chimère ou une réalité. Vous avez commencé votre émission en parlant de la géopolitique. Vous savez qu'un des moyens de la réalisation de la géopolitique, c'est la géostratégie, la confrontation. Et dans la confrontation, c'est l'espace qui est considéré, que ce soit le ciel, que ce soit la mer, que ce soit la terre. Vous voyez très bien aujourd'hui que les confrontations ne sont pas forcément armées.
mais à travers même les TIC, à travers sans doute aujourd'hui la découverte des bactéries, mais toujours est-il qu'il ne faut pas oublier et écarter la dynamique de la confrontation de la guerre économique, de l'intelligence économique. Par quels moyens nouveaux, dans un monde en pleine mutation, par quels moyens nouveaux pouvons-nous arriver à dominer, à conserver? Parce que toutes ces puissances ont encore en mémoire l'histoire d'Athènes qui a disparu et personne ne veut disparaître. Et ce n'est pas les États-Unis qui sont les premiers en ce moment. La chute de l'Empire. Bien entendu, ce ne sont pas les États-Unis en ce moment. Donc par moment, dans l'émotion, on peut dire, mais est-ce qu'on se préoccupe de la santé des gens? Mais sur la scène internationale, l'émotion a peu de place. Bien, je suis tout à fait d'accord, hein, chimère ou naïveté quelque part. Parce que dès que les intérêts sont divergents et qu'il y a lutte autour des intérêts, automatiquement, la conciliation, la réconciliation, le consensus devient impossible. C'est vrai que la santé est très sacrée, c'est vrai que la vie est sacrée, mais ça, ce sont des dogmes beaucoup plus moraux et des dogmes beaucoup plus éthiques que des dogmes de la vie réelle. La vie réelle, malheureusement, c'est une question d'intérêt. Quand vous dites un commerçant, il achète quelque chose, il le revend plus cher. Quand vous dites la vie politique, police, le pouvoir, c'est une volonté de puissance. Comment vous contrôlez, dominer les autres. Quand vous dites le commerce, le business, les logiques sont différentes. Et qu'on dit la médecine. Voilà. Du coup, vous verrez que le commerçant ne sera intéressé par la santé que si ça ne ruine pas sa capacité à avoir. Aujourd'hui, pourquoi la guerre, tout le monde pleure en l'économie? Parce que justement, ce sont des consommateurs qui ont pris un sacré coup. C'est le travail, donc le capital qui a pris un sacré coup. Mais la logique n'est pas tant de pleurer des morts. Vous voyez, il y a la grippe espagnole, 30 millions, 100 millions de morts, ça n'a pas empêché le monde de continuer. Et aujourd'hui, on a à peine à quelques 200 000, 300 000 morts et tout le monde pleure parce que justement le PIB a chuté, parce que, comment dirais-je, toute l'économie a quasiment chuté. Alors, messieurs, avez-vous le sentiment que l'OMS va sortir affaiblie de cette crise sanitaire du Covid-19 ? Ça va encore plus l'affaiblir même. Oui, mais dans son histoire, c'est ce qu'on a dit tantôt, l'OMS naît dans un contexte politique. Et après, les questions de qui va orienter les décisions de l'OMS, je dois vous dire qu'il est arrivé dans les années 80 que les États-Unis saisissent l'organisation, l'organe suprême de l'OMS qui est l'Assemblée mondiale de la santé pour des questions de financement, en pensant que l'OMS se préoccupait beaucoup plus de la santé. Et c'est dans cette dynamique que la Banque mondiale va faire son entrée sur le même champ que l'Organisation mondiale. Mais ici, aujourd'hui, si vous voulez, on est parti d'un monde bipolaire tenu par les Américains et le bloc de l'Est à un monde unipolaire. Ensuite, nous sommes aujourd'hui à un monde multipolaire où ce n'est pas forcément les États-Unis qui dominent sur tout le monde. Les États-Unis ont montré leurs limites en Irak, ont montré leurs limites en Syrie, sur bien des sujets. Donc, de ce point de vue, on peut dire que tout n'est pas lié aux États-Unis et que l'Organisation mondiale, avec des puissances émergentes, peut aussi toujours avoir son mot à dire sur la scène internationale. Pour ma part, ils seront à 100% affaiblis, puisque d'un schéma mondial où presque tout le monde cotisait dans la cagnotte commune et qu'à la faveur de cette pandémie, tout le monde est obligé de se replier sur lui-même. Et on commence d'abord par douter et se méfier de toutes les recommandations de l'OMS et de la critiquer de toutes parts. C'est vrai que prochainement, pour le financement et pour mettre ces recommandations en application, automatiquement, tout le monde va se poser 1000 questions. Et de ce dépérissement économique et communicationnel, naturellement, l'OMS sortira affaiblie, puisque ne sachant pas véritablement à quel sens se vouer, et tous les États ne jouant pas le jeu de la solidarité, ça va être très difficile de garder cette suprématie, parce que si la mondialisation en prend un coup, automatiquement, chaque État étant replié, chacun revenant à sa santé, parce que c'est un peu le sauve-qui-peut actuel auquel nous assistons aujourd'hui, ça va être très difficile de convaincre les gens de leur faire encore confiance. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci de votre participation. On se quitte sur cette citation. Le médecin du futur ne donnera pas de médicaments. Il formera ses patients à prendre soin de leur corps, à la nutrition et aux causes et à la prévention des maladies de Thomas Edison. Merci de nous avoir suivis et respecté les mesures barrières. Bon week-end à vous.